L'ingénierie génétique existe depuis quelques années, mais l'utiliser pour réparer réellement les mutations de l'ADN à l'origine de maladies s'est avéré très difficile. L'ingénierie génétique a profondément changé nos vies, révélant à la fois des avancées fascinantes et des dilemmes troublants. Il existe un dicton qui met en évidence l'équilibre entre avantages et inconvénients. Si les tests sur les animaux ou les plantes suscitent moins de débats, la génétique humaine raconte certaines des histoires les plus poignantes et tragiques. Par exemple, les Bluefugates du Kentucky sont tristement célèbres pour une condition génétique rare qui a donné à leur peau une teinte bleue, tandis que la dynastie des Habsbourg a souffert de graves déformations de la mâchoire en raison de générations de mariages consanguins. Les conséquences de la consanguinité peuvent être à la fois intrigantes et alarmantes. Préparez-vous donc à plonger dans l'histoire de la famille royale espagnole qui a poussé cette pratique à l'extrême, aux coutumes étranges des anciens Égyptiens, alors que nous explorons les lignées les plus consanguines de tous les temps. Numéro 7. La dynastie des Habsbourg. Certaines communautés pratiquent les mariages consanguins en raison du manque d'options, tandis que d'autres le font par conviction de leur supériorité. Cela nous amène à la dynastie des Habsbourg, un exemple frappant de la manière dont les mariages intrafamiliaux étaient perçus comme un moyen de préserver le pouvoir et les privilèges. Leur histoire illustre la complexité et les conséquences de telles pratiques à travers les siècles. En Europe, les familles royales se mariaient souvent entre elles pour renforcer leurs alliances. Avec un nombre limité de familles royales disponibles, les mariages entre parents proches devenaient presque inévitables. Les Habsbourg ont poussé ce concept à l'extrême. Cette famille a régné sur des parties du Saint-Empire romain germanique et de l'Europe de l'Est jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Une branche particulièrement notable, les Habsbourg d'Espagne, a pris le pouvoir lorsque Philippe Ier épousa Jeanne de Castille en 1496. Afin d'empêcher les étrangers de prendre le contrôle, ils ont continué à se marier entre eux pendant plus de 2 siècles. Cette pratique incessante a entraîné de nombreux problèmes génétiques au sein de la famille, soulignant les dangers potentiels de privilégier les lignées sanguines au détriment de la santé et de la diversité. Le cycle ininterrompu des mariages consanguins dans la famille des Habsbourg a conduit à de nombreuses déformations et complications de santé. Plus de la moitié de leurs enfants ne survivaient pas au-delà de l'âge de 10 ans, et l'un des traits les plus reconnaissables était la célèbre mâchoire des Habsbourg. Cette mâchoire proéminente était si fréquente dans la famille qu'elle a fini par porter leur nom. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. Ce problème causait de graves difficultés à certains membres, les empêchant de parler et de manger correctement. Marie-Antoinette, sans doute la plus célèbre des Habsbourg, présentait une légère forme de cette mâchoire, ce qui lui donnait une expression légèrement boudeuse. Cela illustre comment les effets de la consanguinité peuvent varier selon les générations. Le cas le plus extrême fut cependant celui de Charles II, né en 1665. Son père, Philippe IV, avait épousé sa nièce, ce qui faisait de Charles à la fois son fils et son arrière-neveu. Sa mâchoire était si avancée qu'il ne pouvait pas fermer complètement la bouche, provoquant une salivation constante. Sa langue trop grosse a retardé son apprentissage de la parole jusqu'à l'âge de 8 ans, et il ne pouvait marcher qu'à partir de 4 ans. Faible et en proie à de nombreux problèmes de santé, il souffrait aussi d'impuissance, ce qui, dans le contexte familial, était peut-être une bénédiction. En vieillissant, Charles II devint de plus en plus instable, allant jusqu'à exiger que ses serviteurs exhument ses ancêtres afin qu'ils puissent dîner avec eux. Une demande pour le moins inhabituelle, n'est-ce pas? Son histoire illustre les conséquences extrêmes de la consanguinité au sein des lignées royales et sert d'exemple frappant des dangers liés à la priorité donnée aux liens du sang au détriment de la santé. À sa mort en 1700, sans héritier, des rumeurs circulèrent selon lesquelles son autopsie aurait révélé qu'il n'avait pas de sang, que sa tête était remplie d'eau et que ses testicules semblaient noirs. Bien que ces récits soient probablement exagérés, ces déformations sévères ont alimenté de telles histoires. Sa mort sans successeur déclencha la guerre de succession d'Espagne, qui dura 13 ans et mit fin au règne des Habsbourg, ainsi qu'aux pratiques incestueuses qui y étaient associées. Ce conflit souligna les lourdes conséquences de leur mariage consanguin et l'impact de leur choix
non seulement sur leur lignée familiale, mais aussi sur le paysage politique de l'Europe. Numéro 6. La découverte de Toutankhamon. La mise au jour du tombeau de Toutankhamon en 1922 reste l'une des découvertes archéologiques les plus remarquables jamais réalisées. En général, les pharaons égyptiens étaient enterrés avec d'immenses trésors, ce qui entraînait le pillage de leurs tombes au fil des siècles par des chasseurs de trésors. Cependant, ce tombeau constituait une exception extraordinaire. Il était resté complètement intact. L'archéologue Howard Carter et son équipe ont dévoilé une richesse inestimable d'artefacts, notamment des masques dorés, de somptueux bijoux et un mobilier raffiné. L'état parfaitement préservé du tombeau a fourni des informations précieuses sur les rites funéraires de l'Égypte ancienne et sur la vie de ce jeune pharaon, en faisant une découverte majeure qui continue de captiver le monde entier. Avant cette découverte, Toutankhamon était largement méconnu. Il est mort à seulement 18 ans après un règne d'une décennie, mais son règne n'avait rien de particulièrement marquant. Pourtant, son tombeau a révélé plus d'informations sur l'Égypte ancienne que n'importe quelle autre découverte archéologique de l'histoire. Lorsque les scientifiques ont examiné ces restes et effectué des tests ADN, ils ont fait une révélation stupéfiante. La famille royale égyptienne avait une longue histoire de consanguinité. Cette découverte a mis en lumière les nombreux problèmes de santé des souverains, car les maladies génétiques et les malformations étaient fréquentes en raison des mariages consanguins. Les trésors du tombeau de Toutankhamon ont révélé bien plus qu'une simple richesse matérielle. Ils ont également soulevé des questions essentielles sur les défis liés au maintien du pouvoir dans une lignée fermée. Les pharaons étaient à considérer comme des divinités vivantes. Ainsi, alors que les familles royales européennes, comme les Habsbourg, pratiquaient les mariages consanguins pour consolider leur pouvoir, les Égyptiens croyaient que le peuple ordinaire était indigne même de toucher un pharaon. Cette croyance divine a conduit les membres de la famille royale à se marier entre eux afin de préserver la pureté de leur lignée. Cette pratique s'est perpétuée pendant des millénaires, soulignant les croyances culturelles uniques de l'Égypte antique sur la divinité, le pouvoir et la préservation du sang royal. Les conséquences furent similaires à celles observées en Europe, entraînant de graves complications génétiques. Par exemple, le père de Toutankhamon, Akhenaton, avait épousé sa propre sœur, une tradition suivie par les souverains égyptiens depuis des générations. Cela a eu pour conséquence que Toutankhamon souffrait de plusieurs maladies génétiques, notamment un palais fendu, une mâchoire proéminente, des vertèbres soudées et un pied-botte qui l'obligeait à utiliser une canne. Malgré son jeune âge, Toutankhamon a poursuivi le cycle de la consanguinité. Il a épousé son épouse, Ankhésénamon, alors qu'il n'avait que 8 ou 9 ans. Fait intéressant, Ankhésénamon avait auparavant été marié à son propre père. Ce schéma d'union consanguine au sein de la famille royale illustre l'obsession de préserver leur lignée, souvent au détriment de leur santé. Dans le tombeau de Toutankhamon, les archéologues ont découvert 2 fœtus momifiés, supposés être ses filles mort-nées, issues de son mariage avec Ankhésénamon. Cela indique qu'à cette époque, le patrimoine génétique royal était déjà en très mauvais état. Malgré les graves problèmes de santé qui affligeaient de nombreux membres de la famille royale, la pratique des mariages consanguins s'est poursuivie pendant encore 1300 ans à travers différentes dynasties. Le désir de maintenir une lignée royale pure a primé sur les risques potentiels, entraînant des conséquences génétiques graves qui ont affecté plusieurs générations de souverains égyptiens. N'est-il pas étonnant que, pendant une grande partie de l'histoire humaine, ceux qui détenaient le pouvoir et prenaient les décisions les plus importantes étaient souvent les individus les plus fragilisés génétiquement? La survie de l'humanité jusqu'à aujourd'hui relève presque du miracle. Bien que les familles royales aient été confrontées à de graves complications de santé dues à la consanguinité, elles ont néanmoins réussi à conserver leur autorité pendant des siècles. Numéro 5. Les familles FLDS de Short Creek. Dans l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, FLDS, les mariages polygames sont courants. Avec un fort accent mis sur la constitution de grandes familles, ce mode de vie est considéré comme essentiel à la survie de la communauté. Pourtant, à Short Creek, les conséquences de générations de consanguinité commencent à apparaître. Le fait de restreindre les mariages à l'intérieur de la famille peut entraîner des résultats de santé remarquablement inhabituels.
Le problème a été mis en lumière pour la première fois en 1990 lorsque le neurologue pédiatrique Theodore Tarby a examiné un jeune garçon local présentant des caractéristiques physiques atypiques et des retards de développement. Après un examen approfondi, Tarby lui a diagnostiqué une maladie génétique rare, appelée déficience en Foumaraz, qui entrave gravement la production d'énergie, entraînant de graves problèmes tels que des convulsions et un développement cérébral altéré. Pas la situation idéale pour un jeune enfant. Faith Bisline, une ancienne membre de la FLDS, a partagé son expérience en prenant soin de 5 cousins atteints de ce trouble. Parmi eux, un seul était capable de marcher et tous nécessitaient des soins spécialisés, y compris l'utilisation de sondes d'alimentation. Un véritable défi lors des repas de famille. Lors de l'identification initiale de cette maladie, elle était extrêmement rare, avec seulement quelques cas documentés. Cependant, les professionnels de la santé ont ensuite découvert 8 autres cas au sein de la communauté FLDS de Short Creek. Leurs conclusions ont été publiées dans les Annals of Neurology, mettant en évidence les problèmes génétiques étranges découlant de cette communauté très soudée. Il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'une anomalie génétique isolée. Le nombre limité de partenaires potentiels associés à l'attente culturelle selon laquelle les hommes doivent avoir plusieurs épouses a contribué à la réduction du pool génétique. Ce manque de diversité génétique a suscité des inquiétudes quant aux conséquences sanitaires de la consanguinité, soulevant des questions sur l'avenir de la communauté FLDS. Qui aurait pensé que le fait de garder cela en famille pourrait avoir de telles conséquences profondes? Les implications de la consanguinité ne se limitent pas à la déficience en fumarase. La communauté FLDS connaît également une incidence plus élevée d'autres troubles génétiques et complications de santé, notamment des malformations cardiaques congénitales et certaines formes de nanisme. Il s'agit d'un véritable désastre sanitaire. L'isolement géographique et social de la communauté aggrave ces problèmes de santé, car ses membres ont souvent un accès limité aux services médicaux complets. De nombreuses familles FLDS ne recherchent pas d'intervention médicale ou de conseils génétiques en raison de croyances culturelles privilégiant l'autosuffisance et la méfiance envers les étrangers. Ces dernières années, alors que certains membres de la communauté ont commencé à quitter la FLDS et à demander de l'aide, une prise de conscience croissante de la nécessité des tests génétiques et de l'éducation sanitaire s'est développée. Des initiatives visant à promouvoir de meilleures pratiques de santé et à sensibiliser au risque de la consanguinité émergent lentement, bien qu'elles rencontrent une résistance de la part des factions plus traditionnelles de la communauté. En outre, des chercheurs et des responsables de la santé publique ont commencé à étudier les effets à long terme de la consanguinité dans les communautés isolées, établissant des parallèles avec d'autres populations à travers le monde confrontées à des défis similaires. Ces études visent à développer des stratégies pour améliorer la santé génétique et l'accès aux soins médicaux, tout en respectant les valeurs culturelles de ces communautés. En fin de compte, la situation à Short Creek sert d'avertissement sur les implications des communautés fermées, mettant en lumière l'importance de la diversité génétique pour la santé et la longévité. Elle soulève des questions cruciales sur la manière dont ces communautés peuvent évoluer tout en préservant leur identité culturelle et en garantissant le bien-être des générations futures. Numéro 4. La communauté isolée d'Allentown. Nichée au pied des montagnes Adirondacks de l'État de New York, se trouve une petite communauté connue sous le nom d'Allentown, mais que les habitants appellent affectueusement The Hollow. Elle doit son nom au fait que presque tous ses résidents descendent de seulement 2 familles, les Allen étant les plus influents. Depuis plus de 200 ans, ces familles en vivent en isolement, principalement en tant qu'agriculteurs de subsistance et trappeurs. L'absence de services de police ou d'incendie reflète leur mode de vie autarcique, tandis que la pratique des mariages consanguins a favorisé une dynamique communautaire à la fois soudée et préoccupante. Ce mode de vie insulaire a façonné leur identité, mais il soulève également des questions cruciales sur les impacts sanitaires de leur isolement et des unions entre proches parents. En raison du terrain accidenté, la région était déjà quelque peu coupée du monde extérieur. La situation s'est aggravée lorsqu'un projet de construction de barrage a inondé la vallée de Sacandaga, isolant encore davantage les familles restantes. Alors que la plupart des agriculteurs ont déménagé pour chercher de meilleures opportunités, les familles Allen et Catherine ont choisi de rester
profondément attachés à leurs terres ancestrales. Puis vint la Grande Dépression des années 1930, qui entraîna la fermeture des moulins locaux, principale source d'emploi, plongeant encore plus la communauté dans l'isolement et la coupant presque totalement du monde extérieur. La vie dans The Hollow changea radicalement pour ceux qui restèrent. Des rumeurs de mauvais traitements et d'inceste commencèrent à circuler dans les villes voisines et les tensions internes à Allentown s'intensifièrent au point que les habitants érigèrent un mur autour de leur communauté, rappelant les fortifications médiévales. Ce n'est que dans les années 1970 et 1980 que des travailleurs sociaux parvinrent à pénétrer dans The Hollow. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. Les familles vivaient dans des maisons au sol en terre battue, sans climatisation, chauffage ni eau courante. Leur principale source de chaleur était des foyers ouverts, donnant l'impression d'une communauté vivant dans des conditions primitives. La situation était si extraordinaire qu'un professeur d'anthropologie fut appelé pour étudier les habitants, comme s'ils constituaient une tribu non contactée. L'enquête révéla l'ampleur de leur isolement et les énormes difficultés qu'ils éprouvaient à s'adapter à la société moderne. Au départ, les habitants d'Allentown résistèrent à toute aide extérieure, mais peu à peu, ils commencèrent à accepter l'assistance des travailleurs sociaux qui les aidèrent à isoler leurs maisons et à introduire des commodités modernes. Quant aux rumeurs d'inceste, les résidents d'Allentown affirmaient qu'elles étaient exagérées, tout en reconnaissant que presque tout le monde dans la communauté était apparenté. Étant donné la nature fermée du groupe, un certain degré de consanguinité était inévitable. Bien qu'ils aient voulu se distancer des perceptions négatives, leur réalité soulignait les défis associés à un isolement générationnel. Un documentaire de 1975 intitulé The Hollow explore la vie dans cette région unique et mérite d'être visionné. L'expérience des habitants d'Allentown est un puissant rappel des complexités des relations humaines et des effets de l'isolement. L'interconnexion des liens familiaux et les conséquences d'une diversité génétique limitée illustrent la fine frontière entre la préservation culturelle d'une communauté et les risques sanitaires potentiels qui en découlent. Leur parcours est un témoignage de résilience et d'adaptabilité, mettant en lumière l'importance du lien, non seulement au sein d'une famille, mais aussi avec le reste du monde. En fin de compte, leur histoire nous amène à réfléchir à l'évolution de notre compréhension de la diversité génétique et de la nécessité de connexions plus larges. L'heure du sujet sensationnel. Dans une histoire choquante qui suscite à la fois inquiétude et fascination, des professionnels de la santé ont récemment traité un jeune homme nommé Daniel, atteint d'une maladie rare et grave que l'on pense être le résultat de la consanguinité. Ses déformations faciales comprenaient un nez de forme inhabituelle et une bouche anormalement large, ce qui compliquait sa vie quotidienne. Daniel vivait dans une communauté reculée où les troubles génétiques étaient devenus de plus en plus fréquents en raison de générations de mariages entre proches parents. Les experts médicaux ont noté que ces conditions découlaient souvent d'un manque de diversité génétique, soulevant des préoccupations quant aux implications sanitaires pour l'ensemble de la communauté. À mesure que le cas de Daniel se répandait, il a suscité des discussions sur le conseil génétique et l'importance de comprendre l'hérédité. Les autorités locales ont commencé à mettre en place des programmes de sensibilisation pour éduquer les résidents sur la santé génétique et les stratégies de prévention. Quelles mesures peuvent être prises pour éviter de tels cas à l'avenir? Comment les communautés peuvent-elles aborder efficacement les questions liées à la consanguinité et à la santé génétique? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires avec le hashtag #sujet sensationnel. Numéro 3. L'héritage de la reine Victoria. Alors que la reine Victoria d'Angleterre semblait jouir d'une bonne santé tout au long de sa vie, ses descendants ont rencontré d'importants défis médicaux. Victoria était porteuse de l'hémophilie, un trouble génétique qui altère la capacité du sang à coaguler, entraînant des épisodes de saignement potentiellement mortels. Elle pouvait transmettre ce trait à sa descendance. Les héritiers masculins, comme ses fils, étaient particulièrement vulnérables à l'hémophilie, car le gène responsable de cette maladie est situé sur le chromosome X. Comme les hommes ne possèdent qu'un seul chromosome X, ils n'ont pas de second chromosome pour compenser les effets du gène récessif. Tragiquement, le fils de Victoria, Léopold, est mort à l'âge de 30 ans des suites de complications liées à l'hémophilie.
Bien qu'il ait été le premier descendant connu de Victoria à souffrir de cette maladie, il n'était probablement pas le seul, surtout compte tenu de la faible diversité génétique au sein de la royauté européenne. Le gène de l'hémophilie a été transmis à l'Espagne par l'intermédiaire de la petite-fille de Victoria, Victoria Eugénie, tandis que 3 de ses petits-fils ont également succombé à la maladie. Une autre petite-fille, Alexandra, a introduit le gène en Russie, où son fils, le tsarevitch Alexis, en était porteur. Après qu'Alexandra eut cherché de l'aide auprès de Raspoutine pour les symptômes d'Alexis, ce mystique a acquis une influence considérable sur la famille royale. La décision de la famille de garder secrète la maladie génétique d'Alexine a laissé beaucoup de personnes dans l'ignorance de la gravité de leur situation. Ce secret a finalement contribué à l'instabilité qui a conduit à l'assassinat de Raspoutine, à l'exécution de la famille Romanov en 1918 et à la montée du régime de Lénine en Russie. Bien que les défis auxquels la famille royale a été confrontée ne puissent être attribués uniquement au gène de l'hémophilie de Victoria, ses conséquences, amplifiées par des générations de mariages consanguins, ont joué un rôle significatif. L'histoire de l'hémophilie chez la reine Victoria met en lumière l'impact majeur des troubles génétiques sur les familles royales, qui contractaient souvent des mariages stratégiques pour préserver leur pouvoir et leur influence. La pratique des mariages consanguins parmi les dynasties européennes, bien que motivée politiquement, a conduit à une incidence accrue de maladies génétiques, comme en témoignent l'hémophilie et d'autres troubles héréditaires. Ce phénomène était particulièrement visible dans la dynastie des Habsbourg, connue pour ses nombreuses maladies génétiques résultant de liens de parenté étroits, conduisant à des problèmes tels que la célèbre mâchoire des Habsbourg. De plus, l'impact psychologique et émotionnel de l'hémophilie sur les familles royales ne peut être négligé. La pression pour maintenir les apparences tout en affrontant une maladie héréditaire a causé un stress considérable aux individus comme Alexandra, qui vivait dans la peur constante pour la santé de son fils et des répercussions que cela pouvait avoir sur l'avenir de la famille. Le secret entourant la maladie d'Alexis n'a pas seulement mis sa vie en danger, mais a également entraîné d'importantes conséquences politiques, car la vulnérabilité de la famille est devenue une cible pour ceux qui s'opposaient à la monarchie. Ces dernières années, les avancées dans la recherche génétique et les thérapies ont apporté de l'espoir aux familles touchées par l'hémophilie et d'autres troubles génétiques. Aujourd'hui, des traitements tels que la thérapie de remplacement des facteurs et la thérapie génique sont disponibles, offrant une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes d'hémophilie. Ces progrès soulignent l'importance de comprendre les maladies génétiques, non seulement dans un contexte historique, mais aussi dans le cadre des soins de santé contemporains, illustrant comment la connaissance et les traitements peuvent transformer des vies pour les générations futures. Ainsi, l'héritage de la lignée de la reine Victoria rappelle l'interaction complexe entre la génétique, la santé et l'histoire. Numéro 2. Les Blue Fugates du Kentucky. Dans les années 1960, Ruth Pendergrass travaillait comme infirmière dans le comté de Hazard, dans le Kentucky, lorsqu'elle rencontra une femme à la peau étonnamment bleue. La patiente avait des lèvres bleues, des ongles bleus, en somme, tout son corps était bleu. En général, une telle teinte indique un manque d'oxygénation, mais après l'avoir examinée, Ruth découvrit que la femme était remarquablement en bonne santé, à l'exception d'un léger rhume. Cet incident éveilla la curiosité de Ruth, la poussant à explorer l'origine de cette couleur de peau inhabituelle. Ses recherches la menèrent à l'histoire des Blue Fugates de Troublesome Creek, une famille connue pour leur teint bleu distinctif, dû à une rare condition génétique. L'histoire commence avec Martin Fugate, un immigrant français arrivé aux États-Unis dans les années 1820. Il épousa Elizabeth Smith et s'installa dans une région reculée du Kentucky. Par hasard, tous deux étaient porteurs d'un gène récessif rare provoquant une peau bleue, et 4 de leurs 7 enfants héritèrent de cette caractéristique. Coupés du monde extérieur, les Fugates se marièrent entre eux au sein de leur petite communauté. Les liens familiaux étaient si étroits qu'un des fils épousa sa propre tante, intensifiant ainsi les anomalies génétiques au fil des générations. Avec le temps, cet isolement permit aux traits génétiques de prospérer, faisant de cette famille un sujet de folklore local. Des récits circulaient sur ces montagnards bleus vivant dans les bois, à l'image des légendes entourant le Bigfoot. Cependant, dans les années 1960, 2 jeunes membres de la famille
Patrick et Rachel, décidèrent qu'ils en avaient assez de la stigmatisation liée à leur apparence. Ils contactèrent la faculté de médecine de l'Université du Kentucky dans l'espoir de trouver un remède. Leur démarche marqua un tournant, car ils commencèrent à affronter les préjugés sociaux concernant leur couleur de peau inhabituelle et cherchèrent à être acceptés. Après examen, les médecins déterminèrent que les Fugate souffraient de méthémoglobinémie, une condition dans laquelle une version non fonctionnelle de l'hémoglobine bleue est présente dans les globules rouges, réduisant leur capacité à transporter l'oxygène. Normalement, l'hémoglobine donne au sang sa couleur rouge, ce qui explique pourquoi les peaux plus claires apparaissent rosées en raison de la couleur sous-jacente du sang. Fait intéressant. Dans l'industrie du cinéma et de la vidéo, les professionnels ajustent souvent les couleurs en tenant compte de la teinte du sang sous la peau, et pas seulement du pigment lui-même. Cet aspect universel rappelle notre humanité commune, indépendamment de notre apparence extérieure. La compréhension de la méthémoglobinémie permit de démystifier l'étrange condition des Fugates et mit en lumière la façon dont la génétique peut engendrer des différences fascinantes dans l'apparence physique. La bonne nouvelle pour Patrick et Rachel fut qu'il existait un traitement efficace pour leur peau bleue, le bleu de méthylène. De manière surprenante, ce colorant permet de convertir la méthémoglobine en hémoglobine normale. Dès qu'ils reçurent le traitement, leur peau reprit une teinte normale en quelques minutes. En prenant une dose quotidienne de ce produit, ils purent se réintégrer dans la société et transformèrent ainsi radicalement leur vie. Cette avancée illustre comment la science peut apporter des solutions à des problèmes de santé uniques, permettant aux individus d'être mieux acceptés dans leur communauté et de mener une vie plus épanouie. Numéro 1. L'héritage de Paul Karassin. Qu'est-il finalement advenu de Paul Karassin, célèbre sous le nom de l'homme bleu? Son histoire met en lumière la complexité de la consanguinité. Bien que ce phénomène se produise dans certaines communautés isolées, il n'est pas toujours aussi néfaste que certains pourraient le croire. Malheureusement, il existe une stigmatisation considérable autour de la consanguinité qui occulte souvent les nuances de cette question. La seule chose à faire est de l'accepter avec eux. Vous savez, il s'agit simplement de les rendre plus à l'aise avec cette idée. Au cours de mon exploration de ce sujet, j'ai rencontré des récits troublants liés à des cultes incestueux qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. J'ai donc choisi d'omettre ces récits dérangeants. Bien que la consanguinité ne soit pas intrinsèquement catastrophique, elle peut certainement entraîner des conséquences négatives graves, en particulier dans des contextes abusifs ou extrêmes. La consanguinité désigne la reproduction entre individus étroitement apparentés sur plusieurs générations. En revanche, l'inceste décrit spécifiquement des relations intimes entre membres immédiats d'une famille. Vous l'aviez rencontré en personne pour la première fois et vous l'avez vu. Pensez-vous qu'il serait encore avec vous aujourd'hui? Oui, je le pense. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils ne signifient pas toujours la même chose, bien qu'ils soient souvent liés. Lorsqu'il s'agit d'adultes consentants, l'inceste est inhabituel et socialement stigmatisé, mais il n'est pas illégal partout. Les lois concernant ces relations varient considérablement en fonction du pays ou de la région. De nombreux États imposent des réglementations interdisant les mariages entre proches parents afin de limiter la consanguinité et les risques associés aux maladies génétiques. Cependant, il est essentiel de comprendre que le mariage entre cousins au deuxième degré ne signifie pas automatiquement que les enfants auront de graves problèmes génétiques ou développeront des anomalies. Il existe certains risques, notamment en ce qui concerne la transmission de traits génétiques récessifs, mais ces risques sont souvent exagérés dans les cas impliquant des parents plus éloignés. En réalité, la probabilité de troubles génétiques résultant de mariages entre cousins au deuxième degré est à peine plus élevée que celle observée dans la population générale. Les réalités de la génétique sont plus complexes que ne le laissent entendre les peurs et stigmates dominants. Une réflexion approfondie est nécessaire, en particulier pour les proches parents, mais les risques sont moindres lorsque le lien familial est moins étroit. Cela dit, la probabilité d'apparition de traits récessifs augmente avec la consanguinité. Ce principe repose sur des bases génétiques fondamentales. Chaque individu possède des gènes dominants et récessifs, et les traits récessifs ne se manifestent que si les deux parents portent ces gènes spécifiques.
C'est ainsi que deux parents aux cheveux bruns peuvent avoir un enfant aux cheveux roux s'ils portent tous deux le gène récessif correspondant. Plus le pool génétique est restreint, plus la probabilité que ce gène apparaisse dans les générations suivantes est élevée. Si le trait est bénin, comme les cheveux roux, il ne pose aucun problème. Cependant, si le trait est associé à des affections graves, telles que l'hémophilie ou d'autres maladies génétiques, il peut présenter des défis importants. À long terme, la consanguinité répétée peut aggraver ces problèmes. Les familles peuvent transmettre des traits génétiques nocifs sur plusieurs générations, augmentant ainsi la probabilité que ces troubles apparaissent chez leurs descendants. Cette préoccupation souligne pourquoi la consanguinité est un enjeu critique dans certaines populations, en particulier lorsque les mariages entre membres d'une même communauté sont courants. Par conséquent, il est crucial de comprendre comment ces problèmes génétiques peuvent émerger et affecter les familles sur plusieurs générations. Dans certaines communautés, le risque de maladies héréditaires augmente de manière significative. Par exemple, dans les communautés isolées, où la consanguinité est plus fréquente, on observe souvent une prévalence plus élevée de troubles génétiques en raison du manque de diversité génétique. La répétition des mêmes traits génétiques peut entraîner l'accumulation de caractéristiques délétères dans la population. Ainsi, les discussions autour de la consanguinité et de la santé génétique doivent prendre en compte ces complexités. Il est essentiel de reconnaître que, bien que certains cas puissent sembler alarmants, toutes les situations de consanguinité ne conduisent pas à des conséquences graves. Cependant, les effets cumulatifs de la consanguinité répétée ne peuvent être ignorés, car ils peuvent entraîner des implications sanitaires à long terme pour les générations futures. Cette prise de conscience peut aider à mieux comprendre les impacts plus larges de la diversité génétique et l'importance de pratiques reproductives saines au sein des communautés. Qu'en pensez-vous? La consanguinité devrait-elle être interdite ou est-ce acceptable entre adultes consentants? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!